Avec nous pour le match des idées ce soir, William Tay, bienvenue. Vous êtes président du think tank Le Millénaire. Et Nicolas Framont, bienvenue. Vous êtes sociologue du travail, auteur de La guerre des mots et vous êtes co-rédacteur en chef du magazine Frustration. Merci à tous les deux d'être avec nous ce soir. Le salon de l'agriculture était passé au travers de la crise Covid. Souvenez-vous, l'année dernière, c'est seulement la dernière journée qui avait été annulée. Cette fois, ça ne passe pas. Au-delà du symbole, économiquement, c'est un vrai coup dur, William Tay. Oui, c'est un vrai coup dur parce que la filière est touchée depuis plusieurs années, on le sait. Il y a énormément d'agriculteurs qui gagnent très peu d'argent, qui ne dégagent pas de bénéfices. C'est une filière qui est en difficulté, qui est en déclin depuis une quarantaine d'années. Et même avec la PAC et la politique agricole commune, on n'a toujours pas réussi à trouver un modèle qui permette aux agriculteurs de pouvoir vivre dignement de leur travail. Je ne pense pas qu'ils cherchent davantage d'aide. Ils cherchent à être reconnus dans leur métier d'une part, parce que c'est un métier qui est vital en termes d'alimentation pour le pays, mais aussi ça permet également de préserver l'art de vie à la française. C'est un de nos modèles d'exportation. On est reconnu dans le monde à travers notre qualité agricole. Donc je pense que c'est triste, mais malheureusement, je pense que avec le risque sanitaire, on n'a pas le choix malheureusement. Annuler ce salon, c'est un sacrifice terrible pour les organisateurs. Regardez ce que nous dit le président du salon, Jean-Luc Poulain, sur France Info. Pour nous, organisateurs, c'est dramatique. C'est déjà du chômage partiel depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Et puis ça va être encore plus de chômage maintenant que la décision est prise. Les conséquences économiques sont infinies en fait. Oui. Oui, les conséquences économiques sont grandes et les conséquences sociales qui suivent sont, à mon avis, très sous-estimées. Oui. On en parle assez peu, mais les premiers chiffres qui tombent venant du baromètre du Secours populaire, par exemple, sont très alarmants. Donc, on a des gens qui cumulent le chômage partiel avec perte de revenus. Ça, c'est pour ceux qui avaient la chance d'avoir un statut de salarié, mais il y a aussi toutes ces personnes qui avaient un statut précaire, les intérimaires, les personnes qui travaillent en freelance, les personnes qui travaillaient occasionnellement. Celles-ci ont été expulsées hors du marché du travail. Et toutes ces personnes-là, elles bénéficient en plus d'un système de protection sociale qui s'est quand même dégradé ces dernières années. Donc, elles se retrouvent dans des situations de paupérisation très forte. On parle apparemment d'1 million de pauvres de plus. Ouais. Donc au-delà de la fragilisation du tissu économique, derrière, il y a des vies qui sont vraiment mis sur la sellette en ce moment. Et c'est très inquiétant et je pense qu'on n'en a pas pris encore la mesure. Je n'ai pas l'impression que de ce côté-là, il y ait des propositions claires pour sauver les gens. Parfois même sauver leur vie, parce que cette situation-là de chômage longue durée, de manque de perspective, c'est aussi des suicides. Déjà, en temps normal, le chômage conduit au suicide, mais dans cette période-là où il va doubler, où on en sera de la situation psychologique des Français et de leur situation sociale. Ça doit vraiment nous inquiéter, et je pense que pour l'instant, cette question-là, elle n'est pas assez mise sur la table. Jean-Luc Poulian, toujours lui, nous dit aussi engager de l'argent aujourd'hui dans l'instabilité que connaît le monde de l'événementiel pour ne pas faire le salon, ce serait suicidaire. Ça, c'est la dure réalité de tout un univers. L'événementiel, en ce moment, c'est absolument dramatique. Malgré toutes les aides qui ont été annoncées, pourtant, on a l'impression que finalement, il y en a beaucoup qui passent au travers des mailles du filet, qui n'ont pas été touchés ou assez bien touchés par les aides. Il y en a eu des aides, on parle de milliards d'euros. Non, il y a eu 460 milliards d'euros d'aides, plus un plan de relance à 100 milliards d'euros. Mais sur la question des aides, moi je pense que sur la question des aides et comment sauver l'économie, le gouvernement a plutôt bien agi. En fait, il a agi en dernier ressort, chômage partiel, prêts garantis, etc. Là où je suis plus en désaccord à la fois sur la stratégie sanitaire du gouvernement et la stratégie économique, c'est à partir de cet été sur la question du plan de relance et comment réinventer le modèle économique. Parce qu'on a parlé du modèle agricole. On sait que le modèle agricole est en crise, c'est pas arrivé avec le Covid-19, mais pour le réinsérer, pour le réorienter, il faut une stratégie qui est durable. Quel choix d'alimentation on fait ? On peut se dire, par exemple, la France est une filière d'excellence. Donc, globalement, on fait du haut de gamme, du bio, par exemple. Ça peut être un choix stratégique, on peut en débattre. Et puis, on se dit, on devient exportateur en termes qualitatifs, à la fois dans le marché commun et également dans le monde entier. Mais tout, c'est une question de définition des projets. On a eu, par exemple, un commissariat au plan qui a été nommé François Bayrou. Quelle est sa mission ? Quelle est sa stratégie? Quelle est sa ligne politique? Quelle est sa vision de la France en 2020, 2030, 2040, 2050? Ce sont des questions qu'on se pose véritablement. Enfin, le poste existe, il a le mérite d'exister déjà. Il a le mérite d'exister, mais on n'a toujours pas de cap. Parce que si on n'a pas de cap, en clair, c'est globalement les notes de France Stratégie qui l'alimentent. Mais les notes de France Stratégie, c'est une différence entre avoir une portée politique et une ligne politique. Moi, je ne suis pas contre François Bayrou. C'est une personnalité qui est reconnue. Donc, au moins, ça donne de l'ampleur au dispositif. La question, c'est la question de la lisibilité du cap. Je pense que les Français, globalement, on le voit, on a eu des alternances de gouvernement depuis Valéry Giscard d'Estaing. On n'a pas eu de continuité depuis la grande épopée gaullienne de Gaulle à Valéry Giscard d'Estaing. Mais depuis, on n'a pas de continuité de gouvernementale. On n'a pas de cap dessiné. On ne sait pas où est-ce qu'on va. Le philosophe Marcel
Jean-Michel Gauchet dit que globalement la France a raté son entrée dans la mondialisation et c'est ce qui explique le malheur français. On est en train d'arriver dans une nouvelle ère après la crise de 2008. Les pays anglo-saxons ont choisi un modèle qui est Trump et Johnson. Nous, quel est notre cap ? On n'a pas de stratégie, on ne sait pas quelle est la nouvelle ère, on ne sait pas où est-ce qu'on va. Si quelqu'un est capable de le décrypter, je pense qu'il peut écrire un livre et il gagnera des millions d'euros avec la stratégie d'Emmanuel Macron. Chômage partiel, aide directe à certains secteurs. On voit que l'exécutif a aussi ouvert les vannes et est en train peut-être de laisser filer le déficit. A-t-il le choix ? Je vais vous poser la question dans un instant. On va d'abord écouter Valérie Boyer, sénatrice LR, qui était l'invitée de Public Sénat ce matin et elle se dit inquiète. Quand je pense aux restaurateurs, quand je pense aux conséquences de cette crise qui vont être absolument dramatiques, à cet argent magique qui a été distribué, et cet argent magique, je trouve que c'est plutôt un argent maléfique parce que c'est l'argent de la dette, c'est l'argent de notre empêchement pour le futur. Personnellement, je suis inquiète. Nicolas Framont, argent magique, argent maléfique ? Oui, je pense que c'est une pensée que beaucoup de citoyens ont en ce moment face aux montants qui ont été déployés. La question qu'on se pose en tant que citoyen et contribuable, c'est à quoi cet argent va servir ? Est-ce que vraiment il va redonner un cap ? Est-ce qu'il va permettre de relancer la machine ? Et puis d'ailleurs, est-ce que ça vaut le coup de relancer cette machine-là ? Et je vous rejoins par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Si c'est juste reconduire des systèmes qui sont à bout de souffle, comme notre système agricole actuel, et ne pas donner de perspective aux gens, on a un problème. Cet argent, il faut qu'il soit bien dépensé. Est-ce qu'il est bien dépensé ? Je ne crois pas vraiment. Je pense que actuellement, quand on voit les dépenses qui ont été faites, les dépenses somptuaires qui ont été faites autour du plan de relance, des dépenses qui ont été faites sans contrepartie, de réclamer aux entreprises, sans contrepartie sociale, sans contrepartie écologique. Imaginez même, quand on regarde des dépenses, et c'est pas nouveau, des dépenses qui ont été faites depuis plusieurs années. Je pense au CICE qui a été transformé en exonération de cotisations sociales. On parle des montants astronomiques. Il s'agit de 20 milliards par an qui sont donnés. Et ces 20 milliards ont créé, on a eu les chiffres récemment justement de France Stratégie. En fait, le CICE, ça a permis de créer des emplois, certes, mais chaque emploi a coûté aux contribuables entre 900 000 et 1 million d'euros. Oui, mais il y a une erreur sur ce point, c'est qu'ils ne prennent pas en compte le nombre d'emplois qui a été sauvé. Parce qu'il y a une question d'emploi créé, mais comme l'économie française est en déclin permanent depuis des décennies, le CICE a permis de sauver en fait des emplois et la baisse de charges. Leur étude prend en compte cette question de sauver des emplois. Ils parlent bien c'est bien une balance qu'ils font entre ce qui a été sauvé, ce qui a été créé, ce qui a été perdu. Oui, mais la vérité, c'est que François Hollande n'a pas dit la vérité en fait. La question, c'était pas uniquement créer des emplois, le CICE, c'était restaurer le taux de marge des entreprises pour qu'ils puissent investir à long terme. Et on voit que par exemple, la capacité d'investissement des entreprises françaises a quasiment rejoint la capacité d'investissement des entreprises allemandes. Moi, je pense que c'est à chaque fois, on l'a souligné, c'est une question de cap en fait. C'est quel est le cap qu'on veut donner à la France pour le 21e siècle. Pardonnez-moi, mais la question c'est aussi d'où vient l'argent, d'où viennent ces milliards qu'on n'a pas su débloquer ces 10, 20 dernières années et dont les gens avaient besoin et que là on est capable de débloquer. Et est-ce que laisser filer le déficit, il y a un danger et qui va payer ? C'est ça aussi que les Français se demandent. C'est les Français qui vont payer. C'est les Français qui vont payer, c'est les générations à venir. En fait, c'est ce qui va se passer, on n'a pas le choix. Comme globalement, on ne peut pas augmenter les impôts parce que la pression fiscale est très élevée, on va demander soit aux Français de travailler plus, soit de réduire une partie de leur salaire, de leur pension, à travers les fonctionnaires. Donc pour vous, laisser filer le déficit, c'est dangereux ? Vous aussi, vous êtes inquiet comme Valérie Boyer ? Ah ben évidemment, en fait, si c'est laisser filer le déficit pour sauver l'économie, les Français comprennent que globalement, il y a un tas de crises et il vaut mieux laisser filer le déficit pour sauver l'économie. Par contre, c'est pourquoi est-ce qu'on laisse filer le déficit ? Laisser le déficit, moi je pense qu'il faut le faire pour deux raisons. Un, les grands investissements et les grands investissements d'avenir. Moi je pense qu'il faut faire une nation industrielle et de savants. On voit les modèles qui fonctionnent, ce sont l'Allemagne et les pays est-asiatiques. Moi je pense que la France, comme l'Europe, il faut définir une stratégie européenne. Globalement, on aura un conflit pour les 30 prochaines années entre la Chine et les États-Unis. Qu'est-ce que nous, on joue comme acteurs ? Si on met de l'argent pour avoir de la protection de données, une alimentation saine, pour avoir des perspectives, notamment sur la recherche et médicaments. Mais pour une crise sanitaire, on laisse filer le déficit ou pas ? Ça fait partie des raisons valables pour vous ? Pour les crises sanitaires, ça dépend. Si c'est une raison économique, oui. Mais si sur les questions de santé, non. Parce que je dirais une comparaison. On a mis beaucoup d'argent dans le système de santé, mais on dépense autant que l'Allemagne en PIB par tête, mais notre système est moins efficient. La question, c'est comment on réoriente l'argent, notamment 35% des dépenses du système de santé, va dans les dépenses administratives. En Allemagne, c'est beaucoup moins. Donc vous dites comme Emmanuel Macron, il faut réorganiser l'hôpital. Moi, je pense qu'il faut réorganiser. Globalement, on va pas laisser filer. C'est difficile de dire ça aujourd'hui quand même. Il faut assumer. C'est courageux, mais je sais très bien que c'est pas populaire. Mais parfois, il faut prendre des mesures impopulaires. Globalement, les dépenses de sécurité sociale, en 1965, tout en retraite, santé confondue, aide sociale, c'était 15% en 65. Actuellement, c'est 35%. Où est passé l'argent ? Pourquoi est-ce qu'en dépensant autant d'argent, on a moins d'hôpitaux, on a moins de trucs ? La France ne souffre pas de libéralisme, elle souffre d'excès de socialisme. Nicolas
Framont, c'est Oui, ne pas laisser filer le déficit en cas de crise sanitaire. Je suis plus inquiet par l'instrumentalisation politique de la dette que par la dette elle-même. L'État n'a pas remboursé sa dette en net depuis 1973. L'État fait rouler sa dette. Les intérêts qu'il paye ne sont pour l'instant pas à des taux délirants. Et l'État est en parce qu'elle moyenne... a prouvé qu'elle pouvait la rembourser aussi. Tout à fait, mais c'est le cas et ça restera le cas. L'État n'est pas du tout en défaut de paiement. L'État est moins endetté que la moyenne des entreprises privées. Donc, pour moi, c'est pas ça qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète, c'est toute l'instrumentalisation politique qui va être faite de ce déficit, c'est-à-dire tout cet argent dépensé. On entend déjà des discours, on entend déjà le discours de Moscovici, président de la Cour des comptes, mais de l'ensemble des politiques qui dit aux Français, vous allez devoir la payer. Et là, je trouve ça quand même très injuste. Est-ce que c'est pas pour rassurer tout simplement les créanciers ? Pour montrer qu'il y a un discours politique qui dit « vous inquiétez pas, on va rembourser ». En tout cas, ça ne rassure pas les Français parce qu'actuellement, qui bénéficie de cet argent ? Ce n'est pas les personnes dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce n'est pas les plus précaires, ce n'est pas les bénéficiaires de l'assurance chômage, ce n'est pas les bénéficiaires du RSA, pas du tout, ils n'en voient pas la couleur. Les 10% les plus pauvres en France perdent des revenus et c'est le cas de toute une partie de la population. Donc dire à ces gens qui actuellement ont des incertitudes totales sur leur avenir économique à court terme, et je parle de leur capacité à manger demain pour la plupart, leur dire que l'année prochaine, ils vont devoir rembourser la dette par des coupes dans leur système de santé, parce que c'est ça qui s'annonce, c'est tout à fait intolérable. On peut créer du déficit, mais la question, c'est pourquoi ? Pour quel choix ? Et je vous rejoins là-dessus. Et peut-être que nos choix seront différents, mais moi, ce que je pense, c'est que cet argent, le déficit, est intéressant à condition qu'il y ait des perspectives derrière, et des perspectives de transformation de la société, de transformation écologique et de transformation sociale. Dans ce cas-là, pour moi, c'est acceptable. Mais si on dit l'argent magique, et si les gens le disent, c'est parce qu'ils ont l'impression que cet argent est jeté par les fenêtres, sans perspective autre que sauver un système qui est déjà à l'agonie. Ça, je pense que ça pose vraiment problème. Et dire ensuite aux gens, après qu'on ait ouvert les vannes, sans contrepartie, sans contrôle, avec la fraude au chômage partiel, etc., dire aux gens, vous allez devoir le payer, alors qu'on n'a rien fait pour que cet argent soit utilisé à bon escient, on n'a rien fait pour que les emplois créés avec le CICE ne soient pas ensuite l'objet de licenciements en ce moment. C'est complètement intolérable pour la plupart des personnes. Parce que même l'Europe a lâché. Hier, la Commission européenne a annoncé la prolongation d'un dispositif exceptionnel permettant aux États membres de soutenir les entreprises financièrement. C'est prolongé jusqu'au 30 juin 2021 au moins. Si même l'Europe lâche, William Tay, qu'est-ce que ça vous inspire ? L'Europe qui a pourtant été très rigoureuse sur les comptes des uns et des autres. Oui, mais elle a été trop. Elle s'est trompée en 2010, parce que globalement, on est en train d'assister à une mutation dans l'ère économique. Entre 1945 et les deux chocs pétroliers, on avait une ère keynésienne. Entre 80 et à peu près 2008, c'était l'ère néolibérale de Reagan et Thatcher. On est en train d'entrer dans une nouvelle ère, globalement. Laquelle ? Moi, j'appelle ça l'ère Trump-Johnson. C'est la deuxième révolution conservatrice. C'est en gros... L'État doit mettre les moyens pour soutenir les acteurs économiques dans leur capacité à innover, dans leur capacité à se battre pour conquérir des marchés mondiaux. Donc si l'Europe met de l'argent pour soutenir les entreprises européennes, pour aller se battre contre les Indiens, contre les Chinois, moi je suis pour, parce qu'on est dans un état de guerre économique. On va affronter, ce sera un climat qui sera difficile. C'est pour ça que je ne suis pas contre entièrement le déficit. Le problème, c'est, comme vous l'avez dit, c'est comment est-ce qu'il est utilisé. Le déficit pour avoir des nouvelles industries, pour investir dans les technologies d'avenir, dans les filières d'excellence, dans la recherche, dans la santé, dans les médicaments, oui, pour relocaliser, oui. Le problème, c'est que globalement, on l'a à peu près tous dit, c'est que le déficit depuis 1974 sert à alimenter des dépenses de fonctionnement uniquement parce qu'il n'y a pas eu de volonté réformatrice à globalement revoir le modèle français qui ne fonctionne plus. Encore une fois, ce n'est pas un excès de dépenses qui suffira à sauver l'économie française. Sinon, on serait les champions du monde, on serait le pays le plus heureux. 56% de dépenses publiques, et encore, ça va augmenter cette année avec le nouveau projet de loi de finances. Des prélèvements obligatoires qui sont records. Les Français sont malheureux actuellement. On voit le taux de suicide. Nicolas Framont, et après on passe au chapitre 3. Oui, la question c'est est-ce que les Français ont envie de vous suivre dans cette guerre ? Je comprends votre raisonnement et il a une cohérence, contrairement au raisonnement du gouvernement. Mais moi je pense que les Français n'ont pas forcément envie de participer à la guerre de la mondialisation. Ils ont envie d'autres modes économiques, peut-être d'un autre modèle économique. La plupart des enquêtes d'opinion le montrent. Les Français ne sont pas fans du capitalisme mondialisé et ils en ont bien le droit. Et on parlait de l'agriculture tout à l'heure. Je ne sais pas si les Français ont envie d'un modèle concurrentiel. On a bien vu les dégâts que ça provoquait à notre agriculture. Je ne dis pas forcément qu'on doit choisir un modèle concurrentiel. Je dis que globalement, en fait, le monde est concurrentiel et que le devoir de l'État et le devoir de l'Union européenne qui doit se transformer en acteur stratégique, en fait, on doit protéger à travers des moyens budgétaires, monétaires, réglementaires contre les menaces extérieures. Et
par rapport à leur conquête, par rapport au marché extérieur, il faut les soutenir dans toutes les mesures. C'est pas uniquement à la fois financier, ça peut être un soutien logistique, ça peut être un soutien dans la réglementation. C'est comment est-ce qu'on fait pour que la France et l'Europe rayonnent de nouveau. Moi, je pense qu'on est en déclin, mais qu'on est capable de se redresser. Il n'y a pas de fatalité. Oui, mais on parle de fatalité. Qui rayonnera à la fin? Si c'est juste pour que les plus riches rayonnent toujours plus et que toute une partie de la population soit encore plus précaire qu'elle ne l'était déjà, mais que la France soit une superpuissance mondiale, je pense que je ne vois pas l'intérêt. Et je pense que question intéressante et qui fait transition. Ne voient pas l'intérêt. Et qui fait transition avec ce chapitre 3, parce que dans le même temps, les Français épargnent. Ils épargnent beaucoup. On estime à plusieurs dizaines de milliards d'euros l'argent mis de côté depuis le début de la crise. Mais attention, pas tous les Français. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil d'analyse économique. Et c'est pourquoi j'accueille dans ce match Philippe Martin, président délégué du CAE. Merci infiniment de participer à ce match des idées. Bienvenue à vous. En fait, ce sont les plus aisés qui ont épargné entre mars et août. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu les résultats de votre étude ? Oui, c'est une étude qui est fondée sur des données très originales, puisque c'est des données qui sont des cartes bancaires, des transactions bancaires. Et donc, on a essayé de regarder, en effet, cette épargne qui a été accumulée entre mars et septembre, qui l'avait fait. Vous avez parlé de plusieurs dizaines de milliards. En gros, c'est 50 milliards de plus que ce qui aurait été accumulé en temps normal, donc c'est beaucoup. Et sur ces 50 milliards, il y en a à peu près 70% qui ont été accumulés par les 20% les plus riches. Et ça s'explique simplement par le fait que les ménages les plus riches ont beaucoup baissé leur consommation pendant le confinement. Certains ont fait l'expérience, ils ne pouvaient plus voyager, ils ne pouvaient plus aller au restaurant, etc. Alors que les plus modestes, eux, ont baissé leur consommation, mais dans une moindre mesure. Et donc, de l'autre côté, évidemment, de l'échelle des revenus, ce que vous voyez, et ce qui est, à mon avis, en fait, la chose la plus inquiétante, c'est que les ménages les plus modestes, en gros les 20% les plus modestes, n'ont pas augmenté leur épargne, ils l'ont plutôt même un tout petit peu baissé. Et donc, on est dans une situation aujourd'hui où les ménages les plus modestes n'ont pas, disons, un coussin d'épargne face au choc qui les attend. On parlait tout à l'heure des CDD, des intérimaires, des jeunes, etc. Donc, potentiellement, ils vont avoir des revenus, et déjà certains ont vu leurs revenus baisser, mais en plus, ils n'ont pas pu accumuler cette épargne que les ménages les plus aisés ont pu faire. Mais pire que ça, vous nous dites dans votre étude qu'ils n'ont pas pu épargner, mais ils ont été obligés d'emprunter, de faire appel à des crédits à la consommation. C'est-à-dire que finalement, leur situation est même plus grave qu'avant la crise. Alors, pas spécifiquement des crédits à la consommation. Pour être très franc, on ne sait pas exactement quel est mais de fait, il y a eu un peu d'endettement où ils ont puisé dans leur épargne. On ne sait pas exactement comment ça s'est passé parce qu'on n'a pas toutes ces données. Mais vous avez raison, il y a eu en tout cas une désépargne de la part de ces ménages. Elle est relativement faible, c'est pas énorme, mais en effet, il y a eu plutôt un mouvement de désépargne. Quelle question ça pose sur les mesures qui ont été prises par le gouvernement? Est-ce que ça veut dire que jusqu'ici, tout ce qui a été fait a finalement été fait en faveur des plus aisés? Non, ça on ne peut pas le dire parce que quand même, le chômage partiel, toutes les mesures qui ont été prises, et d'ailleurs il y a déjà eu des mesures pour les ménages modestes, l'allocation de rentrée scolaire, il y a eu aussi des mesures pour les étudiants les plus démunis. Donc il y a eu des mesures, mais ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a pas eu d'épargne de la part des ménages les plus modestes. Moi, ce que je pense quand même, ce que ça suggère, c'est que, à la fois pour des raisons sociales et d'ailleurs aussi économiques, je pense qu'il faut revenir sur cette question de transferts sociaux vers les ménages les plus modestes. C'est pas évident parce que c'est pas, il y a souvent des trous dans la raquette, c'est-à-dire il y a peut-être des ménages ou des personnes qui sont dans des situations où ils étaient en temps plein, ils sont passés en temps partiel, des intérimaires, des indépendants aussi. Donc c'est pas toujours ceux auxquels on pense qui ont peut-être besoin de ces transferts, mais très clairement, et d'ailleurs le gouvernement l'a annoncé, il y aura des mesures sur ces ménages modestes. Moi, ce que j'espère, c'est qu'en effet, elles soient suffisamment ambitieuses, à la fois pour des questions sociales assez évidentes, pour les raisons que je viens de dire, mais aussi économiques, parce que ce qu'on a vérifié, par exemple, sur l'allocation de rentrée scolaire à la fin du mois d'août qui a été versée, 100 € de plus,
Ce qu'on voit, parce qu'on les voit dans les comptes bancaires, c'est que ça a été dépensé très rapidement. Donc ça fait de la consommation très rapidement, contrairement évidemment aux ménages plus aisés qui ont plus tendance donc à épargner. Donc je pense que voilà, le gouvernement a toujours dit qu'il réagirait rapidement dans ce type de situation. Je crois qu'on est en effet, et en particulier évidemment avec l'aggravation de la situation sanitaire qui a un impact social et économique, on est exactement dans cette situation où il va falloir réagir rapidement. Un tout dernier mot, Philippe Martin, il faut aller la chercher, cette épargne Covid réalisée par les plus aisés. Il faut aller les pousser à consommer, à la dépenser. Alors, les pousser à consommer, oui, certainement, mais je suis pas certain. Enfin, l'Allemagne, par exemple, a fait une baisse de TVA. Moi, c'est pas ce que je pense être la bonne manière. Donc, en effet, je pense que l'idée, c'est que cette épargne va quand même être consommée, mais ça va être un processus assez lent. Merci Philippe Martin. N'hésitez pas, si vous souhaitez intervenir dans les quelques minutes qui nous restent. Je vais évidemment faire réagir nos invités en plateau. William T., l'économiste Camille Landais, qui a participé à cette étude du CAE, interrogé dans Le Monde, nous dit il faut continuer à soutenir la consommation des ménages modestes car ils sont en difficulté aujourd'hui. Et nos analyses montrent qu'ils contribueront fortement à la dynamique de consommation si on leur donne un supplément de revenus. C'est en substance ce que nous disait Philippe Martin il y a un instant. Elle a tout à fait raison. Et monsieur Hill, pardon, Camille Landais. Les deux ont tout à fait raison. Globalement, il y a plusieurs points. Pourquoi est-ce que les déciles les plus élevés ont épargné davantage ? Si on fait une comparaison avec la crise de 2008, on observe qu'à chaque période de crise, il y a un excès d'épargne supplémentaire parce qu'il y a une sorte d'appréhension par rapport à l'incertitude économique sur où placer l'épargne. Et puis il y a un deuxième, on en a posé la question tout à l'heure, c'est qui va payer la crise ? Et que comme globalement en France, c'est certains déciles qui payent davantage que d'autres, notamment sur la question de l'impôt sur le revenu et des contributions exceptionnelles, les ménages épargnent en vue d'un impôt à venir. Ensuite, sur la question sur comment est-ce qu'on fait pour réorienter l'épargne et comment est-ce qu'on fait pour soutenir les pouvoirs d'achat des plus modestes. Alors nous, on a produit une étude notamment qui est sortie hier sur la question de l'épargne. Globalement, l'épargne française est plus élevée que la moyenne européenne. On est à peu près entre 14 et 15 points d'épargne, alors que l'Union européenne est plutôt à 10 points à peu près d'épargne. Globalement, il y a un problème qui est français, qui est structurel, c'est que les Français sont plutôt précautionneux, ils n'investissent pas davantage dans les technologies à venir, dans les entreprises, etc. Et que tous les mécanismes fiscaux ont eu tendance à faciliter cette épargne, mais pas à provoquer un choc psychologique. Ensuite, sur la question de relancer le pouvoir d'achat des plus modestes, effectivement, ils ont tout à fait raison. C'est les plus modestes en fait, qui vont participer à la consommation parce que le modèle français est basé sur la consommation. On augmente leur revenu, on crée un revenu universel, qu'est-ce qu'on fait ? Je pense que le revenu universel n'est pas viable. Par contre, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est une prime de Noël de fin d'année pour pousser davantage à la consommation, pour récompenser tous ceux qui ont travaillé en première ligne. Emmanuel Macron a soutenu à peu près les premiers de cordée. On pourrait faire davantage sur les premiers de corvée en filant une prime exceptionnelle de Noël, en disant, voilà, ceux qui ont été en première ligne pendant le confinement, on leur file un excès supplémentaire parce qu'ils ça pourra à la fois expliquer à leur famille pourquoi est-ce qu'ils étaient en première ligne, et c'est un geste de reconnaissance envers la nation. Ça peut faire partie d'un paquet du plan de relance. Je pense que c'est rentable parce qu'en fait, ces ménages-là n'ont pas la capacité d'épargner, donc ils vont utiliser tout ce surplus dans la consommation, ce qui permet de faire relancer l'activité française. Mais une prime, c'est ponctuel, Nicolas Framont, une prime plutôt qu'un revenu ? Pour moi, la prime, c'est ponctuel, c'est pas systémique. Les gens ne veulent pas la charité face à l'injustice qu'ils ont subie. Le confinement et l'épidémie de Covid, ça a été un énorme moment d'injustice sociale. L'injustice sociale, on le voit avec le résultat de cette étude sur l'épargne. Finalement, les plus riches se sont enrichis ou du moins se sont donné des capacités d'investissement futures parce que quelque part, ils ont effectivement moins voyagé, moins consommé et pour eux, ça a été quelque chose, une sorte de parenthèse enchantée, une petite rupture dans leur style de vie. Mais la plupart des plus pauvres ont subi des pertes de revenus et ça a été un moment terrible pour eux, y compris sur le plan de la santé. Vous avez cette étude de l'INSERM qui est sortie cette semaine qui explique qu'au début du confinement, avant le confinement, les 10% les plus riches avaient été les plus exposés au virus et au milieu du confinement, on s'est rendu compte que c'était les 10% les plus pauvres qui étaient le plus exposés au virus. Ce qui signifie que le confinement, et c'est ce que l'étude dit clairement, le confinement a protégé la santé, et on le voit, l'épargne des plus riches, a exposé davantage les plus pauvres et les populations issues d'immigration postcoloniale. C'est ce que montre l'étude également. Donc vous vous rendez compte, double injustice financière, sanitaire, double peine, au même moment où, hypocritement quand même, l'ensemble de la classe politique, intellectuelle et médiatique célébrait quelque part ces premiers de corvée qui font tourner
abandonné le pays, dont subitement ils découvraient l'existence. Et le résultat, c'est qu'on se retrouve avec des gens qui sont non seulement dans la misère, qui ont eu leur santé affectée. Plus exposés que les autres. Et la question, et moi je pense que la meilleure réponse qu'on puisse faire pour les classes laborieuses dans cette situation, c'est pas donner une prime de Noël, ça a quelque chose d'indécent après tout ce qui s'est passé. C'est un changement de système économique, c'est une redistribution des richesses, ça nécessite des réformes structurelles et de changement et de transformation du capitalisme. Donc ça veut dire une hausse de la fiscalité vers les plus Il nous reste vraiment 20 secondes, alors on va pas relancer le débat. Mais la suppression de l'ISF a permis de faire revenir des capitaux. Les capitaux étaient déjà revenus avant la suppression de l'ISF. Vous connaissez comme moi cette étude qui montre qu'en termes d'investissement, ça n'a pas créé grand-chose, ça enrichit les 0,1% les plus riches. Donc pour tout ce que les plus riches ont gagné ces 3 dernières années avec l'arrivée d'Emmanuel Macron, je pense qu'une redistribution, ne serait-ce que minimum, s'imposerait et maximum serait nécessaire. Et le débat est clos. Merci infiniment à tous les deux et même à tous les trois. Merci encore Philippe Martin puisque vous êtes resté avec nous jusqu'à la fin, d'avoir participé à ce match des idées. Fin de cette émission, on se retrouve demain à 18h et à 22h30 pour ALPL. Avant cela, je vous donne rendez-vous à 20h30 pour une soirée exceptionnelle autour des 20 ans des chaînes parlementaires. Je serai aux côtés de Jean-Pierre Gracien de LCP Assemblée nationale pour des débats et des souvenirs avec nos invités en plateau. Vous pourrez également, notez-le bien, découvrir un documentaire inédit, notre documentaire inédit Enquête au Parlement, réalisé par Stéphane Auman avec Première Ligne sur 4 grandes commissions d'enquête qui ont marqué l'histoire. La Vache Folle, Outreau, Cahuzac et Benalla, témoignages, coulisses, retour d'expérience sur le travail parlementaire dans des affaires absolument hors normes. Rendez-vous donc à 20h30 et puis demain, vous retrouvez Bonjour chez vous. Oriane Mancini reçoit Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des comptes publics. Je vous souhaite une excellente soirée, à tout à l'heure sur Public Sénat.